Salut les cornets, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crème glacée. Bienvenue tout le monde, allô. Salut les petits cornets! J'espère que vous allez bien en ce dimanche de novembre. Écoute, de presque hiver. Oui, on a retrouvé nos voix, presque du moins, donc ça va mieux, nous on n'est plus Oui. malades, j'espère que vous aussi. Ben, moi, je t'avouerais que j'ai encore le nez bouché. Fait que ça se peut que je doive prendre des pauses de mouchoir. Je sais pas pourquoi, mais ça part pas. Ça Ouais. reste. Je voulais juste le dire de même parce que ça se peut qu'on prenne des petites pauses, mais On coupera ça au montage, inquiétez-vous pas. c'est ça. J'ai encore peut-être une petite voix de nez, mais c'est pas grave. Ben, sans plus tarder, est-ce que je fais le shout-out du jour? Yes, je suis prête. Ok, donc le shout-out est de Eliane. Elle dit « Salut les cornettes en chef! Tout d'abord, merci Oh, pour mon votre Dieu. podcast. Vous êtes merveilleuse et vous m'avez créé une addiction à la crème glacée. J'aimerais faire un shout-out à mon ami qui m'a fait découvrir votre podcast. Vous seriez une petite crème, haha, dans ces journées occupées. Merci. Shout-out à ma belle amie Val, hashtag Supermom, maman de jumeaux de 4 mois en plus de sa grande de 3 ans. Elle prend ses précieuses minutes libres pour vous écouter. Merci de m'avoir initié. You rock. Ouh! Oh, c'est cute. Lâche pas Supermom Val. On a déjà, me semble, repartagé une story d'une maman qui avait genre son bébé dans ses bras puis elle disait genre « Je vous écoute pendant la sieste ». Ouais, peut-être c'est elle. clair qu'on a plusieurs nouvelles mamans ou mamans de jeunes enfants qui nous écoutent. Là. On va quand même se passer. C'est quand même un de nos publics cibles. Fait qu'on vous salue tous, à toutes les mères. Oui. Et surtout à Puis toi, salut Val. à vous deux. Yes. Merci de nous écouter, c'est full smart. Ouais, vous êtes full gentils. Merci. Donc, merci Eliane et Val. On vous aime. Donc, ok, c'est ça. Ma saveur du jour, ça a vraiment pas rapport avec mon cas cette fois-ci. C'est une saveur que j'ai découvert en fin de semaine en allant chez ma mom. Inks. Salut maman. Ouais, j'ai ouvert son frigo, son congélateur, et j'ai trouvé une crème glacée que je n'avais jamais vue et qui m'a tout de suite interpellée. C'est une crème glacée temps des fêtes. Genre, c'est un gros pot de la marque Irrésistible. Je sais pas c'est de quelle épicerie déjà cette marque-là. C'est pas Loblaws? Non, c'est genre, c'est sûr, c'est IGA? Métro ou IGA. IGA, je pense. En tout cas. Je sais pas. Bref, c'est de la marque Irrésistible et c'est une crème glacée au chocolat chaud, guimauve et canne de Noël. Oh, miam! Puis je suis pas genre fan, on se l'est déjà dit souvent, mais je suis pas fan des crèmes glacées genre menthe et chocolat, là. Fait que ça pourrait comme canne de Noël et chocolat être un peu dégueu. Mais honnêtement, c'était tellement bon, là. C'est vraiment comme une grosse crème glacée au chocolat, puis il y a juste des petits soupçons de canne de Noël et de guimauve, c'est malade. J'avoue que ça doit être bon. Ouais. Puis j'avais genre jamais vu ça, une petite crème glacée chocolat chaud guimauve, fait que... Ben peut-être que je suis complètement dans le col, puis ça existe depuis toujours, mais bref... Shout-out à cette crème glacée-là. C'est ma saveur du jour. Je vais probablement aller m'en acheter à l'épicerie sous peu. Faut juste trouver où c'est qu'ils vendent de la marque C'est ça. Irrésistible. C'est sûr Aidez-nous, que tout le les monde. gens qui nous écoutent sont genre « Ben voyons, c'est IGA! » ou là, « C'est Provigo! Ouais, c'est ça. Ils vont tout être en crise. Mais pour vrai, je sais pas, mais en tout cas, m'a la retrouver celle-là. Dites-moi en commentaire c'est quoi. C'est où. Mais c'est ça. C'était la seule chose positive que je vais dire aujourd'hui parce que mon histoire est assez rough, je te dirais. » OK. Est-ce que t'es prête? Ben, pas le choix. Pas le choix. Parfait. Donc, vous l'avez vu dans le titre, Les Petits Cornets, mais aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter, j'ai eu un cas québécois. Je sais qu'on était au Canada la semaine passée, mais là, on est au Québec, vraiment proche de nous. Un cas assez rough, comme je l'ai dit, qui a marqué tout le Québec à la grandeur.
par la tristesse, en fait, de l'événement. C'est fou comme que ce soit arrivé si près de nous. C'est vraiment terrible comme histoire. Puis, ça l'a aussi marqué énormément le Québec parce que ça s'est produit vraiment proche du temps des fêtes. En fait, ça s'est passé comme juste après le temps des fêtes. Donc, tu sais, c'est censé être une période où c'est joyeux, que les gens, tu sais, vont dans les centres d'achat, vont magasiner, ils fêtent en famille, ils ont des bons soupers puis tout. Puis là, un gros drame explose, ça passe dans les nouvelles, tout le monde en parle. C'est pour ça que ça l'a marqué le Québec. Mm-hmm. Le cas se passe précisément à Chicoutimi, au Saguenay. Et c'est le cas de Cathy Gauthier. Ah. Oui, quelqu'un nous l'avait suggéré. Peut-être que tu le connais. Oui, c'est ça. Je me rappelle. L'autre fois, t'avais dit que t'avais comme été revoir dans nos suggestions de cas, puis je me suis dit que ça fait longtemps que j'ai pas été... tu sais, que j'ai pas pris une suggestion d'un abonné, là, directement, à part Florida Man, mettons. Fait que là, je me suis dit, je vais aller là-dedans. Donc voilà, c'est un des premiers cas là, qui nous a été suggéré. Oui, là. oui. Dans nos tout débuts, là, il était au top de la liste. Là. Puis je le connaissais déjà bien, sauf que là, de m'y replonger, de retourner voir comme tous les trucs qui sont sortis dans les journaux. J'en ai même parlé à ma mère, justement, en fin de semaine, parce que, tu sais, c'est arrivé quand on était jeunes, mais je m'en rappelle, moi, quand ça passait aux nouvelles. Genre, je me rappelle vraiment... Ah oui, moi, je me rappelais de la face de la madame, là, de Cathy Gauthier. Ouais, ah non, moi, ça me disait rien quand la personne le proposait. J'étais allée juste regarder, tu sais, les grands titres de journaux, mais je connais pas plus l'histoire que ça. Je suis peut-être inculte, là, mais je la connaissais pas. Ah, mais ça se peut full, là, mais moi, je sais pas, ça m'avait marqué. Je sais pas pourquoi. Genre, je me rappelle d'être assise sur le divan avec mes parents puis de voir ça aux nouvelles. Bref, je me lance. Trigger warning, tout le monde. Je vais vous parler de morts assez graphiques, de morts d'enfants, de suicides et beaucoup d'autres sujets qui sont difficiles à entendre. Donc, je veux juste vous le dire en début d'épisode pour si jamais il y a certaines personnes qui sont pas capables de l'écouter, ben vous allez avoir le choix à partir de maintenant. Parfait. Donc, on est le 1er janvier de l'année 2009. Il est 23h56 lorsqu'une répartitrice du 911 reçoit un appel assez inquiétant. Juste avant le fameux appel là, en question, Cathy Gauthier, une mère de famille de 3 enfants de 35 ans à l'époque, se réveille dans son lit aux côtés de ses 3 enfants, comme je l'ai dit, Louis-Philippe, 4 ans, Marc-Ange, 7 ans, et Joël, 12 ans. Elle se réveille et elle est complètement perdue et tout ce qu'elle ressent, c'est qu'elle a mal au poignet droit. Sans trop savoir pourquoi. Elle est aussi complètement frigorifiée, donc elle se plaint qu'elle a froid, elle ne comprend pas et décide de se lever pour aller se couler un bain chaud. Donc à ce moment-là, c'est sa première réaction. Elle se lève, elle va se couler un bain chaud. Son seul objectif du moment, c'est se réchauffer parce qu'elle est gelée, bien raide. Avant l'appel 911? Oui, avant. Okay. Ça, c'est juste avant l'appel, toujours. Mm-hmm. Donc là, elle bouge son petit Louis-Philippe, 4 ans, qui était un peu couché comme par-dessus elle. Fait que là, elle fait juste le tasser à côté. Puis les 3 enfants, ils ont l'air de dormir paisiblement. Fait qu'elle, un peu perdue toujours, elle se lève, elle se rend à la salle de bain. Elle s'allonge dans le bain et fait couler de l'eau très chaude. Elle finit par se réchauffer, justement, et donc par se rendormir dans le bain. Hey, j'ai jamais dormi dans mon bain, moi. Ouais, moi non plus, ça m'a toujours fait ultra peur. À quel... Genre... Oui. Il me semble que c'est une affaire que tu sais, là, qu'il faut pas dormir dans ton bain, mais en tout cas... Ah, en tout cas, elle avait pas l'air de filer, là. Ça l'a dû influencer. Non, c'est ça. Mais quand même. Mm-hmm. Elle était comme un peu dans les vapes, là, puis elle était tout mélangée. Fait qu'elle s'est pas posé la question. Elle s'est endormie avec la chaleur du bain et tout. OK. Là, quelques heures plus tard, le temps de, justement, avoir tellement passé de temps sous l'eau qu'elle était fripée, là. Tu sais, quand tes doigts sont, genre, complètement fripés parce que... Ratatinée, là, ouais. Ouais, ratatinée, là. Donc, quelques heures plus tard, bref, Cathy, elle va se réveiller à nouveau. Mais là, cette fois-ci, ben là, elle est couchée dans son bain, complètement froid. Son bain, l'eau est rendue froide. Ben oui. Puis là, c'est là qu'elle va comme un peu plus reprendre ses esprits, entre gros guillemets, je tiens juste à le préciser. Puis, elle va comme un peu se rappeler légèrement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, là. Tu sais, pourquoi elle se réveille dans un bain froid. Ça commence à y revenir
ça commence à y revenir. Mhm. Donc là, elle va sortir du bain. Elle se rend dans la pièce principale, donc l'entrée / salon / salle à manger. Puis elle va prendre le téléphone, qui est un téléphone à fil, et elle va composer le 911 du mieux qu'elle peut, parce qu'elle est encore un peu sonnée. Lorsque la répartitrice va répondre, donc là, on est de retour à l'appel. Puis, parenthèse, on a accès à l'appel sur Internet, là, comme ça arrive souvent là, pour les cas qu'on fait. Puis, je l'ai tout écouté, puis c'est vraiment paniquant parce qu'elle a l'air vraiment perdue. Puis, elle a de la misère à parler, tu sais, c'est full saccadé. Elle fait juste dire des mots-clés. Puis, en tout cas, ça n'a pas l'air d'aller du tout. Oh my God. Puis, tout ce qu'elle dit, en fait, à la répartitrice, c'est « J'ai mal au poignet, j'ai mal, ça fait mal, j'ai froid, je pense que j'ai été droguée par mon mari. » Puis, elle mentionne aussi le mot « pacte ». C'était un pacte. Donc, c'est ça qui se passe au téléphone, puis à un certain moment, on n'entend plus rien, comme si elle avait reperdu connaissance, genre, ou qu'elle s'était réendormie. Okay. Donc, l'appel, il finit comme ça, mais bien sûr, la répartitrice, elle a déjà envoyé les policiers sur les lieux et tout. Son mari, qu'elle dit les avoir drogués, là, elle mentionne ça rapido presto, mais pas plus de détails, eh bien, c'est Marc Laliberté, 46 ans. Donc, nous avons Marc, 46 ans, et Cathy, 35. Ouais. Donc là, les policiers, ils se dirigent rapidement sur place, puis à leur arrivée, quand ils ouvrent la porte, ils tombent directement sur la femme couchée par terre, la face contre le sol, et le téléphone à fil toujours placé à son oreille en dessous de sa tête. Oh shit! Ouais. Et son poignet droit, qu'elle avait mal et qu'elle essayait de l'expliquer à la répartitrice, eh bien, il était ouvert quasiment au complet, on pouvait voir son os. Arc, arc, arc. Donc, pendant que le premier qui est arrivé sur les lieux, il s'occupe d'elle, donc de Cathy Gauthier qui est couchée sur le sol, il constate qu'elle respire encore, puis qu'elle cligne des yeux, genre un peu avec des spasmes. Fait qu'il voit qu'elle est encore en vie. Puis pendant ce temps-là, sa coéquipière, une autre officière de police, se rend dans la chambre des maîtres, comme Cathy avait mentionné plus tôt à la répartitrice, tu sais, qu'elle s'était réveillée au début dans la chambre des maîtres. Mm-hmm. Et quand la répartitrice... Non, excuse-moi. Et quand l'enquêtrice... Voyons. Et quand l'officière de police se rend à la chambre des maîtres et ouvre la porte, elle va tomber sur une scène d'horreur, complètement. 3 jeunes enfants couchés côte à côte sur le grand lit, et entre le lit et la fenêtre au fond de la chambre, un homme couché par terre, face contre le sol, dans une mare de sang, avec un couteau de cuisine au bout de son bras, qui, ce dernier, est coupé au niveau du poignet, lui aussi. OK. Mon Dieu, elle a mis des détails dans son appel 911. C'est que la manière que ça a l'air d'avoir été fait, c'est que elle dit qu'elle s'est réveillée, que ses enfants ils avaient l'air morts. Elle l'a pas vu, genre? Non, elle dit genre mon mari les a drogués. C'est comme pas clair. Elle mentionne le mot pacte, mais non, en effet, elle a pas expliqué toute la scène qu'elle a vue parce qu'elle était un peu mêlée encore quand elle était au téléphone. Puis je pourrais quasiment essayer de le plugger, l'extrait, mais je sais pas si je vais être capable, là. Mais, tu sais, elle est vraiment perdue, là, genre, elle a de la misère à prononcer ses mots, puis c'est très lent, c'est très saccadé. Tu sais, les deux sont coupés au poignet, tout le monde est comme mort dans la maison, sauf une, donc ça laisse tout de suite une espèce d'image de ce qui a dû se passer. Ouais, qu'est-ce qui se passe, pauvre enfant? Donc, les enfants, justement, sont complètement blancs et très froids, ce qui signifie qu'ils sont morts depuis plusieurs heures déjà. L'homme, il est évidemment décédé lui aussi. Ensuite, au bout du lit, on peut voir des toutous, plein de toutous qui sont disposés au pied du lit et un chapelet qui aurait été mis de façon assez évidente, là, comme sur la table de chevet, accroché à la petite lampe de chevet. Fait qu'un chapelet qui pend juste à côté d'eux. Pendant ce temps-là, Cathy, pour l'instant, a l'air comme dans un état assez critique. Elle a beaucoup perdu de sang, elle est inconsciente,
Elle se réveille, elle repère connaissance, elle se réveille, elle perd connaissance. Donc, ils vont l'amener directement en ambulance à l'hôpital de Chicoutimi, qui est juste à côté de où est-ce qu'elle habite. Puis, à ce moment-là, ils croient que ce serait comme une tentative de suicide, probablement un pacte de suicide, tout le monde ensemble. Donc, ils l'amènent aux urgences pour la traiter comme elle s'est mise probablement elle-même en danger. À ce moment-là, il y a un périmètre de sécurité, comme avec les banderoles scène de crime, qui va être installé tout autour de la maison, directement à ce moment-là. La petite maison sur la rue Portage, à Chicoutimi. Et pas longtemps après, les médias vont arriver en grand nombre pour couvrir l'affaire, parce que c'est pas tous les jours qu'il arrive une affaire de même dans ce coin-là, tu sais, dans un petit quartier full tranquille à Chicoutimi au Saguenay, tu sais, c'est assez rare. Mm-hmm. Donc là, on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer, tabarouette, dans cette maison-là, ce soir-là, tu sais, pour que les policiers arrivent puis tombent sur une scène de même, ça a pas de bon sens, tu sais. Puis ma question en ce moment, c'est surtout pourquoi elle a survécu puis pas son mari? Ben, c'est ça, tu sais. C'est ça que les gens se demandent aussi. Probablement que si elle mentionne le mot pacte, mais que là, il y a une survivante, on peut tout de suite se questionner... Est-ce que c'est comme elle qui est responsable au final? Est-ce que elle, c'est une chance qu'elle ait survécu, mais dans le fond, elle a été manipulée là-dedans par son mari? Il y a comme plein de questions, là, puis on va y répondre sous peu dans mon épisode, mais sur le coup, c'est vraiment, vraiment un cas à se poser énormément de questions, là. Puis surtout qu'il y a une personne survivante sur 5... Tu sais, tu peux pas avoir les témoignages des autres, là. Non, c'est biaisé, dur. C'est sûr, oui. Donc, première étape, les corps vont tous être envoyés en autopsie pour être capable de déterminer la cause exacte de leur mort. Puis on va être capable de déterminer que les 3 enfants seraient morts par intoxication, plus précisément par les médicaments suivants, de l'oxazépam, un médicament qui est souvent utilisé pour l'anxiété, et une forte dose de Gravol. Donc, la dose létale de ces 2 médicaments mis ensemble. Tandis que le père de famille, lui, ce serait suicide par empoisonnement également, mutilation au poignet et puis insuffisance cardiaque. Donc, clairement, c'est un suicide qui a mené à ce que son cœur il lâche. Je pense pas qu'il est mort de son poignet, mais il est mort comme de tout ça réuni, mettons. Donc là, c'est ça. Ils se demandent vraiment pourquoi Cathy, c'est la seule survivante dans tout ça. Comment ça se fait qu'elle n'est pas décédée si tout le monde a... tout le monde a succombé, même son mari qui a comme 46 ans, qui est un peu plus... C'est ça, me semble, si lui, la dose l'a tué, elle devrait pouvoir tuer elle aussi. Ben, c'est ça qu'on se demande. Puis aussi, tu sais, au téléphone, elle a mentionné le mot « pacte ». Donc, si c'est un pacte, techniquement, tu t'arranges pour qu'il y ait personne qui se manque, entre guillemets. À son arrivée à l'hôpital de Chicoutimi, Cathy hurle de toutes ses forces. Elle est en grosse crise de nerfs. Tu sais, elle vient de perdre ses enfants, son mari, elle sait pas trop qu'est-ce qui se passe en ce moment, elle se déverse de son sang, tu sais, elle-même, elle va pas bien, son poignet, il est ouvert jusqu'à l'os, donc, elle se fait soigner, elle se fait contrôler par les infirmiers, ils la placent dans une chambre, puis ils s'occupent d'elle, tu sais, parce que c'est la première affaire qu'ils doivent faire. Au tout début, lorsque les médecins vont examiner sa blessure au poignet, il y a un des médecins qui va dire... Je pense à l'enquêteur, justement, de police qui va arriver plus tard dans l'histoire. Il va dire, c'est impossible que Cathy se soit faite cette blessure-là elle-même, genre par elle-même. Ah ouais? C'est trop profond, puis son corps aurait eu un spasme, il aurait comme empêché d'aller aussi profond, tellement la douleur aurait été intense. Donc, c'est forcément fait par quelqu'un, parce qu'elle aurait manqué de force pour se rendre aussi loin dans son poignet. Donc, il dit... Selon ce que je vois, on dirait vraiment que la blessure a été faite par quelqu'un. Okay. Donc là, ça reste comme ça. Puis bref, en la traitant, ils vont être capables de regarder faire des tests de sang et tout, puis ils vont être capables de voir qu'elle aussi, elle avait les mêmes médicaments, la même dose que son mari dans son sang. Mais elle a survécu pour une raison obscure. Donc là, dès le début de l'ouverture de l'enquête, là, la première chose que les policiers vont décider de faire, c'est d'aller rencontrer
des proches de Cathy. Puis on va apprendre plus tard dans mon histoire que Cathy, elle avait pas grand monde autour d'elle. Donc, la première personne que les policiers vont rencontrer pour interroger, c'est, puis là, ça va être un peu mêlant, la meilleure amie de Cathy Gauthier, Cathy avec un K, cette fois-ci, Ouellette. Donc, ça se peut que ça soit mêlant, mais je vais essayer de dire Cathy avec un K pour qu'on comprenne. Ça, c'est la meilleure amie. OK. Donc, l'appel, c'est ça, il a été fait genre super tard le 1er. Donc, à ce moment-là, on est rendu le 2 janvier 2009. Les policiers se rendent chez Cathy avec un K pour l'interroger. Lorsque Cathy ouvre la porte, puis qu'elle se rend compte qu'il y a des policiers, ben ils vont tout de suite lui demander « Est-ce que vous connaissez Marc Laliberté? » Le Cathy a offert « Oui ». Puis là, elle va dire tout de suite « Oh non, est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants? » Puis là, les policiers vont dire « Ouais, autant Marc Laliberté que les 3 enfants sont décédés. Et là, on aimerait vous poser des questions sur votre meilleure amie Cathy Gauthier parce qu'elle, elle a survécu. » Et ben... Là, Cathy, elle va dire que ses genoux, ils ont lâché direct. Elle s'attendait vraiment pas à recevoir ce genre de nouvelles-là. Elle, tu sais, c'est le 2 janvier, elle recevait à souper cette soirée-là. Il y avait plein de monde de sa famille. C'est le temps des fêtes. Oh my God. C'est ça, tu sais. Puis là, elle se fait comme interrompre le souper par des policiers qui apprennent cette nouvelle-là. Puis c'est son amie d'enfance, Cathy, ils se connaissent depuis qu'ils sont en maternelle, les deux, depuis qu'ils ont 5 ans. Fait que, elle capote. Donc là, les policiers disent « Est-ce qu'on peut rentrer? On a quelques questions à vous poser. » Et puis, elle va accepter, bien sûr. Et là, va commencer comme son interrogatoire à elle, puis on va en apprendre vraiment beaucoup sur la vie de Cathy Gauthier. Comme je l'ai dit, les deux, ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans. Ils sont allés à la maternelle ensemble parce qu'ils venaient du même coin qui est Dolbeau-Mistassini. C'est comme une ville, je sais pas si, là, je vais peut-être me faire tirer des tomates, là, parce que j'ai étudié là-bas, puis je me souviens même pas encore de la différence, mais Dolbeau-Mistassini, je pense que ça fait partie du lac Saint-Jean, et non du Saguenay, mais ça se peut que je me fasse tirer des tomates, vous me le direz, là. Mais bref, c'est un petit village, une petite ville, comme à peut-être 1 heure, 2 heures de Chicoutimi. Puis ils habitaient dans la même ville. On va apprendre que Cathy Gauthier, elle avait jamais connu son père parce que pendant que sa mère était enceinte d'elle, son père était décédé. Donc, elle l'avait jamais connu dès sa naissance. Puis, sa mère biologique, quant à elle avait vraiment beaucoup de problèmes de santé, puis elle avait de la misère à s'occuper... elle avait déjà un enfant avant Cathy, là, un gars, puis elle avait déjà de la misère à s'occuper de son premier enfant. Donc, quand elle a eu Cathy, elle l'a donné tout de suite en adoption. Okay. Donc là, ce que ça fait, c'est que, Cathy, elle va subir une méchante blessure d'abandon directement au tout début de sa vie, là. Tu sais, de savoir que son père... elle pourra jamais le connaître, puis de savoir que sa mère, elle l'a abandonné alors qu'elle a un frère aîné, puis qu'elle, tu sais, qu'elle décide de s'occuper de lui, mais pas de elle. Donc, méchante grosse blessure d'abandon direct en partant. Puis, en ce moment, petite parenthèse, je lis un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » et ça parle justement des blessures qui se développent dès ton tout jeune âge et la blessure d'abandon, c'est quelque chose, tu sais, ça se passe dans le tout début de ta vie, là. C'est toi qui m'as conseillé ce livre-là, je l'ai lu, oui. Tu l'as lu? Bon. Ouais. Malade, je savais pas. Mais ouais, j'étais en train de le relire pour genre la 3e fois parce que j'aime ça comme bon, me ce livre-là. Ouais, vraiment. Je vous le recommande à tous. Donc, bref, ça part très mal pour Cathy. Puis, cette blessure-là, elle va vraiment rester. Puis, elle va de plus en plus... Tu sais, ça va de plus en plus être creux. Puis, tu sais, profond en dedans d'elle. Ça va, genre, de plus en plus l'affecter. Puis, en 1996... à l'âge de 22 ans, Cathy va se faire diagnostiquer d'un trouble de la personnalité limite. Puis dans plusieurs de nos cas, on voit ce genre de trouble, si je peux dire, apparaître. C'est souvent causé justement avec une blessure d'abandon. Puis bref, je voulais juste le mentionner que ça arrive quand même assez régulièrement. Cathy, avec un cas... la meilleure amie de Cathy Gauthier, va également dire aux policiers qu'elle connaissait assez bien Marc Laliberté, parce que lui aussi, il venait de Dolbeau-Mistassini, donc du même
du même coin que les deux filles, fait qu'elle le connaissait depuis vraiment longtemps. Puis, elle va dire au policier que lui non plus, il a pas eu une vie facile du tout. Tu sais, lui, il avait sa famille, mais il s'est toujours senti comme un peu le mouton noir de sa famille. Il s'est jamais senti à sa place, peu importe où ce qu'il allait, autant comme dans son environnement familial qu'à l'école. Il y avait pas beaucoup d'amis. Ses travails, ça marchait pas. Fait qu'il s'est toujours senti un peu, lui aussi, comme peut-être plus rejeté, genre la blessure du rejet. Bref, je peux pas le confirmer. Mais c'est ce qu'elle va dire au policier. Donc, elle va expliquer que Marc Laliberté et Cathy Gauthier se seraient rencontrés le 19 septembre de l'année 2000. Ils habitaient dans le même bloc appartement de la petite ville de Dolbeau-Mistassini. Les deux jeunes adultes se seraient comme rencontrés, puis auraient commencé à jaser, puis ils auraient réalisé que les deux, ils ont des enfants. Et là, je l'avais pas mentionné encore, mais à ce moment-là, eh bien oui, Marc Laliberté, il avait 3 enfants d'une ancienne union, parce que, tu sais, il est plus vieux quand même que Cathy. C'est vrai. Lui, au moment des faits, il avait 46 puis elle 35. Mais bref, il va lui dire qu'il y a eu 3 enfants d'une union précédente, mais il ne les voit plus du tout parce que il était pas capable de subvenir aux besoins, il faisait pas d'argent, il avait pas de travail, donc malheureusement, il n'y a plus de relation avec ses 3 enfants. C'est quand même intense. C'est spécial comme raison, tu sais, même si tu peux pas subvenir à leurs besoins, tu peux garder une relation avec eux. Ben, tu sais, c'est pas clair, là. Là, c'est Cathy avec un cas qui raconte ça, mais de ce qu'elle dit, il les voyait pas. Parce qu'il a vraiment fait sa vie avec Cathy Gauthier par après, puis il y avait pas d'autres enfants dans le décor. Fait que d'après moi, c'est peut-être une affaire qu'on sait pas, là. Tu sais, genre, la mère, elle a eu la garde, donc il y a peut-être des détails qu'on sait pas exactement. Peut-être qu'il était trop jeune, peut-être qu'il est juste parti, je sais pas. Ça le dit pas dans l'histoire, mais ce qui a fait en sorte, en fait, que les deux se sont tout de suite tombés dans l'œil, ben c'est que Cathy, elle aussi, avait un enfant, une fille du nom de Joël. Je l'ai mentionné tantôt, c'était une de ses 3 enfants. Et à ce moment-là, eh bien, elle aussi n'avait pas la garde de sa fille Joël parce qu'elle n'était pas capable de travailler à cause de ses troubles et à cause de comment qu'elle se sentait. Donc, sa fille Joël se faisait garder par ses grands-parents côté paternel. Les deux, ils ont des enfants, puis ils sont pas capables d'avoir la garde parce qu'ils ont pas de job, ils ont pas de stabilité, ils ont rien du tout, ça va pas. Donc, automatiquement, c'est le coup de foudre entre eux parce que probablement qu'ils peuvent vraiment se comprendre dans leurs problèmes. Cathy, avec un cas, elle va expliquer aux officiers que quand Cathy Gauthier aimait quelqu'un, ben, il y avait rien qui pouvait comme la faire retourner en arrière, rien qui pouvait la faire changer d'idée. Elle s'accrochait à cette personne-là, puis elle était comme en amour avec l'amour, puis quand elle s'accrochait à une personne, elle la laissait pas tomber, puis c'est pour ça que Cathy, elle avait pas beaucoup de gens dans sa vie, elle avait peut-être une amie, un chum, ben c'est parce que elle était vraiment quelque chose avec eux, tu sais. Puis c'est une des caractéristiques souvent d'une personne ayant un trouble TPL, c'est souvent ils vont s'accrocher à une personne. Genre ils vont avoir une personne préférée souvent, puis c'est quelqu'un qui va autant être positif que négatif pour eux, là. Tu sais, ils vont tellement l'aimer fort que ça va leur faire mal. C'est souvent quelque chose qu'on voit chez les personnes TPL. Puis, ben, elle s'est tout de suite accrochée à Marc, puis c'était sa personne. Donc, assez rapidement, Cathy, elle va emménager dans l'appartement de Marc Laliberté et ils vont commencer leur petite vie à 2. Marc, il va tout de suite commencer à faire les démarches pour récupérer Joël, la petite fille de Cathy, et pour pouvoir s'en occuper à 2. Tu sais, il veut faire ça pour elle, donc il se dit, écoute, je vais tout faire, je vais me trouver une job, on va déménager dans une affaire, tu sais, dans une maison qui a de l'allure, puis on va récupérer la petite Joël. Ben oui, on peut se reprendre en main, j'encourage cette démarche. Ben oui, puis jusqu'à ce moment-là, tu sais, c'est quand même beau, dans le sens que, là, à 2, ils sont comme plus forts, ils se comprennent dans leurs troubles, puis ils veulent faire de quoi de beau avec ça, fait c'est parfait. Puis la procédure, justement, elle va fonctionner. Et ils vont réussir à avoir la garde de Joël. Je pense pas que Marc va l'adopter ou quelque chose comme ça. Peut-être, c'est pas dit dans qu'est-ce que c'était les procédures exactes. Peut-être que c'est ça. Mais dans tous les cas, il traitait Joël comme sa propre fille. Il l'aimait vraiment beaucoup.
Il était comme considéré comme quelqu'un de vraiment attentionné, autant avec la petite Joëlle qu'avec Cathy. C'était son genre de tout le temps arriver à la maison avec des fleurs, puis de proposer des activités, de faire des casse-têtes avec la petite Joëlle. Tout le monde dans son entourage, il disait que Marc, c'était genre le meilleur homme pour être un chum, un père, tout le kit. Hey, on dirait que ça ne fit pas avec ton début d'histoire, là. Je sais, c'est ouf. Surtout quand les policiers sont allés voir Cathy avec un cas, elle a tout de suite dit « Ah, mon Dieu, il est arrivé de quoi aux enfants? » Fait qu'on dirait que c'est comme si elle s'y attendait un peu ou ça l'inquiétait, là. C'est bizarre. Mm-hmm. Mais tu sais, ça, c'est encore dans leur début, hein. Des fois, c'est très beau dans les débuts, puis tu vas voir que, tu sais, ça va changer au courant de leur couple. Mais malgré, tu sais, que ça va changer, c'est ça. Les proches de Marc, du moins, je pense qu'il y avait comme un ami, parce que j'ai écouté comme... juste parenthèse, là, ce qui m'a fait parler de cette histoire-là, c'est que j'ai réécouté dernièrement des épisodes de Tueurs si proches. Un tueur si proche. Puis ça faisait full longtemps que j'avais pas écouté ça. Puis dans le documentaire, il y a un des amis de Marc, un vieil ami d'école, puis il disait... il l'a connu dans les débuts de sa relation avec Cathy, puis il disait il était tellement fin, genre il s'occupait tellement bien d'elle, puis je l'ai vu s'occuper de Joëlle, c'était un bon père, puis... Fait que, bref, mais ça va malheureusement peut-être changer. Ils vont ensuite, à partir de ce moment-là, déménager 4 fois ensemble. Fait qu'ils vont partir de Dolbeau-Mistassini, ils vont s'en aller à Chibougamau. Ensuite, ils vont s'en aller complètement à l'autre bout du Québec, en Gaspésie, à Gaspé. Hey. Après ça, ils vont s'en aller à Amos, qui est dans l'Abitibi, pour être proche de la mère de Marc. Et ensuite, ils vont déménager une 4e fois et dernière fois dans une maison qu'ils vont louer à Chicoutimi. Fait qu'ils ont fait beaucoup de... Tu sais, pour des gens qui sont pas full aisés monétairement, financièrement, ils se promènent, là, ouais. Déjà. Puis, à travers tout ça, ben, ils vont avoir 2 autres enfants. Ils vont avoir 2 enfants ensemble, en fait. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir 3 enfants dans leur famille. Donc, le petit Louis-Philippe et le petit Marc-Ange. C'est cute comme nom. Oui. Jusqu'à maintenant, ce que Cathy, avec un cas, elle raconte de leur famille, tout a l'air de bien aller, là, genre, ils sont heureux ensemble, même s'ils sont pas riches du tout, là, parce que Marc, depuis le début de sa vie, a de la difficulté à se trouver un travail, puis Cathy, ben, elle a juste jamais eu de travail. Fait que même s'ils sont vraiment pas riches, ben, Cathy, avec un cas, a décrit la petite famille comme étant quand même heureux, puis il avait l'air de bien aller, puis... Bref, ils trouvaient leur bonheur dans d'autres choses. C'est ce qu'elle dit. Mais elle dit aussi que Cathy Gauthier, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le paraître. Elle voulait souvent faire paraître que tout était beau, qu'elle allait bien, qu'elle avait des faux vêtements de valeur pour montrer que... Mais tu sais, elle cachait des choses. Fait qu'elle dit, je savais qu'elle pouvait cacher des affaires puis qu'elle était très dans le paraître, mais à ce moment-là, il y avait l'air d'avoir rien à signaler. Là, je vais retourner maintenant à l'hôpital, parce que un coup que Cathy, elle s'est comme un peu rétablie, reposée, tout ça, ben plus du tout en état critique, tu sais, elle va avoir repris des forces, elle est pas top shape, là, mais elle va être, tu sais, hors de danger, là, elle va survivre. Donc, à ce moment-là, il y a un enquêteur de police qui va se rendre à sa chambre d'hôpital pour la passer en interrogatoire, parce que le plus rapidement on peut le faire, le mieux c'est, tu sais, elle est quand même impliquée dans une histoire terrible. Puis ce qui est cool, c'est que l'interrogatoire, il a été filmé et il est accessible aussi en partie sur Internet, parce que plusieurs années après, l'émission J.E., donc l'émission d'enquête J.E., je sais pas si ça te dit quelque chose, ils ont passé justement, ils sont revenus comme sur l'histoire de Cathy Gauthier, puis ils ont passé l'interrogatoire en vidéo, en extrait. Mm-hmm. Le policier va l'avoir interrogé pendant 4 heures dans sa chambre d'hôpital, OK? C'est quand même long. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour l'émission J.E., ils ont fait une analyse complète de l'interrogatoire avec une professionnelle de la gestuelle et de la synergologie. Ouh, j'aime ça! Ouais, vraiment, c'était full intéressant. Elle s'appelle Madame Christine Gagnon.
Puis elle, c'est ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse comme tous les petits gestes, la façon que Cathy met ses mains dans son visage, qu'elle se cache la bouche des fois pour dire quelque chose, la façon dont son ton il change durant l'interrogatoire selon les questions, ses yeux, son regard, sa posture, son visage quand il est penché vers l'avant. Fait que tu sais, elle analyse tout ça. Puis c'est ça qu'ils ont montré à l'émission JE. Fait que ça montre, en fait, des années plus tard que, je vais vous en reparler tantôt, des résultats, mais en fait, elle explique tout ce qu'elle a vu chez Cathy et qui ont du sens dans les résultats de l'histoire. Puis ça s'en vient, là, je vais vous le raconter. J'ai vraiment trouvé ça fascinant parce que c'est juste, ça vient juste de se produire, puis les gens, au début, ils n'avaient pas accès à cet interrogatoire-là, tu sais, mais tu vois que ce qu'on voit aux nouvelles, ce qu'on voit dans les médias, les chroniques qui ont été écrites, tout ça, ben, on a tendance à un peu peut-être avoir pitié d'elle parce que c'est une femme, puis elle a perdu ses enfants, puis elle l'a pas eu facile, puis là, on se pose des questions, sauf que en voyant l'interrogatoire plusieurs années plus tard à l'émission JE, on dirait que je comprenais, genre. Avec tout ce que Christine a disait, je la regardais. Elle est peut-être pas si innocente et piteuse que ça. Non, c'est ça. Genre, on dirait que tout est calculé dans la manière qu'elle fonctionnait. Même que, justement, c'est vraiment bizarre, mais au début, elle va lui parler, genre, au policier, comme si elle était un peu égale à égale avec lui. Fait qu'elle va être genre un peu friendly. Genre, elle va dire des affaires au tout début, là, comme... Pour vrai, genre, tu sais, je comprends pourquoi vous m'interrogez, parce que, tu sais, je suis la seule qui a survécu, puis of course que vous... Tu sais, vous allez m'interroger moi, là, c'est sûr que c'est moi la coupable, fait que je vous comprends, puis tu sais, je vais répondre à toutes vos questions. Tu sais, elle essaie de faire comme si elle était du bord du policier, genre. Ouais. Mais le policier, son but, c'est d'aller, justement, être sneaky pour essayer de la faire parler puis avouer quelque chose. Fait qu'il va pas prendre, là, son espèce de... Inquiétez-vous pas, monsieur l'agent, je suis de votre côté, moi aussi j'aurais fait ça comme vous. C'est quand même rare que tu peux manipuler un enquêteur qui t'interroge. D'habitude, c'est lui qui est en train de te manipuler. Là. Mais c'est ça, exact. Puis c'est lui qui a une formation là, en enquête et de l'expérience. Surtout ceux qui interrogent là, sont formés pour ça d'habitude puis sont bien bons pour lire le langage corporel. Ah ouais, vraiment. Puis le monsieur, justement, l'enquêteur, là, j'ai pas son nom, je pense, j'ai pas écrit son nom, mais il avait vraiment l'air de bien faire ça, là. Genre, mettons, selon moi, qui n'a pas de connaissances là-dedans du tout, là, il avait vraiment l'air de comme... Tu sais, il était assez gentil avec elle, il l'écoutait, il était calme, il laissait les moments de silence au bon endroit. Puis justement, dans l'émission JE, non seulement ils ont invité Christine Gagnon, la spécialiste, mais ils ont également invité un spécialiste des interrogatoires, une personne quand même assez âgée qui a fait ça toute sa vie, là, qui était enquêteur à la police au Québec, là, policier au Québec, puis il a fait ça toute sa vie, puis c'était un professionnel dans les interrogatoires, puis il va dire que en voyant l'interrogatoire qui a été fait sur Cathy Gauthier, il trouve que l'enquêteur qui était responsable de tout ça, ben, il a vraiment bien fait ça. Tu sais, il dit, c'est vraiment un travail difficile, faut que tu sois comme, faut que tu uses de finesse. Ça m'impressionne tellement, là. Ouais, genre de manipulation, de tout ça, puis il dit, genre, il a vraiment bien fait ça, puis c'est ça, il a fait un travail exceptionnel, selon lui. Je vais juste continuer à te parler un peu plus de sa vie de famille, puis, tu sais, de comment ça se passait avant les événements, parce que ça l'a quand même changé à un certain moment. Puis ça va te permettre et vous permettre de vous faire un petit peu plus une idée de ce qui aurait pu se passer. Peu de temps avant les événements, on est à peu près sur une période entre les années 2007 et 2008, fait que dans les 2 dernières années avant les événements, ben, il est arrivé plusieurs événements traumatiques dans la vie de la petite famille. Marc, première des choses, Marc Laliberté, il aurait fait un ACV à un certain moment, puis ensuite, quelques temps plus tard, il aurait fait un infarctus, qui n'a pas été mortel, bien entendu, mais qui a fait quand même beaucoup de séquelles, là, tu sais, puis tu sors pas comme neuf d'un infarctus, tu sais. Puis lui, ben pour subvenir aux besoins de sa famille, il est retourné travailler le lendemain de son infarctus.
Puis à ce moment-là, Cathy, elle travaillait toujours pas, comme elle a jamais travaillé de sa vie, puis elle a pas non plus commencé à travailler tout de suite, là, à cause de... Tu sais, elle aurait pu dire, genre, Marc, prends soin de toi, je vais faire de quoi là, pour notre famille. Mais non, tu sais, elle a laissé ça aller. Pas longtemps après, Cathy, qui est femme au foyer toujours, elle a reçu un diagnostic d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. J'ai pas nécessairement fait toutes les recherches du monde sur la maladie, mais c'est quelque chose qui faisait en sorte qu'elle avait du mal à marcher, était plus faible de temps en temps. Ouais, ben j'ai checké sur Google, là, c'est que dans les tissus mous puis dans les muscles, t'as mal. C'est de la douleur, t'as mal partout, là. Puis ça faisait en sorte qu'elle avait de la difficulté à marcher, puis des fois, il y avait des journées plus dures que d'autres. Mais bref, elle se fait diagnostiquer ça, puis tu sais, t'as son mari qui vient de faire un infarctus, un ACV. Elle a jamais travaillé, fait qu'elle sait pas comme par où commencer si elle veut aider sa famille. Puis Marc, lui, ben, il est retourné travailler, mais il a de la misère, là. Il arrête pas de perdre ses emplois parce que ça va pas du tout, puis il va pas bien, tu sais. Et puis là, la goutte qui fait déborder le vase, en 2008, Marc, il va perdre sa mère. Donc, sa mère va mourir et à partir de ce moment-là, il va tomber dans une profonde dépression. Puis là, lui aussi, il sera juste plus capable d'aller travailler, c'est terminé. Donc là, les deux là, sont incapables de faire quoi que ce soit, puis ils ont 3 enfants. Ouais, puis ils louent une maison dans Chicoutimi. Une maison, pas un appart, une maison. De ce fait, le couple va faire faillite le 6 octobre 2008 à cause qu'ils ont trop de dettes puis ils sont plus capables de les payer. À ce moment-là, ça va plus du tout chez les Gauthier-Laliberté. Ils ont plus d'argent, 3 enfants, une maison à payer, puis les deux, ils sont pas en très bonne santé physique. Donc, ni mentale. Ni mentale. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est s'ils n'ont pas d'argent, clairement, ils n'ont pas l'argent de se payer des médicaments quelconques. Ça va pas. C'est pas drôle, mon Dieu. Puis après le choc du décès de la mère de Marc, ben là, puis de la faillite aussi, leur vie va changer du tout au tout. On a plusieurs citations que Cathy Gauthier a dites lors des interrogatoires, lors des procès, par après, tout ça. Puis elle va expliquer, puis... Aussi, tu sais, il y a certaines quotes que c'est Cathy avec un K qui les a rapportées parce que souvent, Cathy Gauthier, elle se confiait à sa meilleure amie au téléphone puis elle y expliquait, tu sais, qu'est-ce qui se passait puis tout. Puis Cathy avec un K, elle va être capable de dire que vers la fin, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans la famille, tu sais. Depuis qu'il avait fait faillite, là, ça l'allait pas, mais pas juste comme monétairement, tu sais, ça les impactait pour vrai, puis leur attitude, leur comportement, ils ont changé à la maison, puis elle a dit que Cathy Gauthier, elle avait prévu laisser Marc, mais qu'elle avait comme pas été capable. Fait que là, Cathy Gauthier avait expliqué que Marc Laliberté, qui était comme un homme super doux et gentil, ben il était devenu un peu plus impatient à la maison. Tu sais, il tolérait pas des affaires qu'il tolérait vraiment avant. Fait que là, surtout avec les enfants, elle va dire, tu sais, avec moi, je comprenais, là, genre on se chicanait, tout ça, mais avec les enfants, tu sais, il était plus raide, il les chicanait, il les mettait en punition alors qu'il avait jamais fait ça. Ben, il est en dépression, là. Oui, c'est ça, il va pas bien, là, puis... Les deux, ils ont besoin de soutien, puis vu qu'ils en ont pas, ils peuvent pas en donner à leurs enfants, tu sais. Puis Cathy, elle va dire, ma grosse job à moi, ben c'était essayer de consoler les enfants, puis de leur dire, papa, tu sais, il va pas bien, il est fatigué, essayer de pas lui en vouloir, tu sais, ça va se placer, puis tout ça. Puis Cathy, elle se disait, tu sais, je me disais que Marc, il allait trouver un emploi éventuellement, qu'il allait pouvoir le garder, qu'il allait comme... recommencer à aller mieux, qu'on allait déménager dans un appartement un peu moins cher, puis qu'on allait vendre la voiture, puis que tout allait revenir. Elle dit, je voulais retrouver mon mari. Elle dit, pour moi, être mère au foyer, ben c'était mon travail de rêve, mais elle dit, ben garde, je suis rentrée sur le marché du travail pour aider Marc, parce que je l'aimais vraiment beaucoup, je vais toujours l'aimer, c'était un bon mari, un bon père, il a toujours été là. On était au paradis, toute la famille. Fait que Cathy va commencer à travailler à ce moment-là, un peu, mais comme elle a jamais travaillé de sa vie, ben elle va se trouver une job. Après 2 semaines, elle va la perdre. Elle va se trouver une autre job. Puis je pense qu'elle va trouver comme à peu près 4 à 6 jobs en une période de quelques semaines, là, genre. Puis elle va les perdre, là. Ça va pas, là. Là, je dirais pas que c'est le paradis, moi.
Non, vraiment pas. Donc là, elle dit aussi, Marc, il avait commencé à changer. Donc, quand il a commencé à changer, j'ai pensé à me séparer, mais comme je ne voulais pas perdre les enfants, je suis retournée à la maison par moi-même. Sauf que ce n'était plus pareil. Elle dit qu'elle est allée quelques jours chez une amie, probablement chez Cathy avec un cas, mais c'était pas super clair si c'était bien elle. Puis elle dit, c'est ça, je suis allée pour réfléchir sur ma relation avec Marc, pour savoir si je le laissais ou si je revenais avec, ou blablabla. Puis elle dit, il m'a dit que j'avais bien beau partir, mais que jamais je n'aurais les enfants si je partais, donc je suis revenue à la maison. Fait que ça, c'est un peu une menace, là. Ouais. Donc bref, tout ça, ça se passe, ça va vraiment pas du tout, ça fait juste dégénérer. Là, je vais vous ramener maintenant au 1er janvier 2009, lors de l'appel que Cathy Gauthier a fait au 911, puis lorsqu'elle avait mentionné le mot « pacte ». Ouais, je sais qu'est-ce qu'elle veut dire par là, mais c'est douteux, ça fait peur. C'est ça. Donc, on se rappelle qu'elle a mentionné le mot pacte dans son appel du 911. C'est pas rien, là. C'est pas comme... Tu peux pas dire que c'était un pacte, puis après dire que t'es pas au courant de tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est quand même un mot précis, là. Vraiment. Puis dans l'interrogatoire, elle va vraiment beaucoup dire le mot « je sais pas » et le mot « je m'en rappelle plus ». Elle va vraiment dire ça beaucoup. Fait que ça fait pas beaucoup de sens qu'elle se souvient de rien, elle sait pas, mais qu'elle ait mentionné pacte. C'est quand même gros, là. Tu sais? Sauf que là, je vais te faire un peu la liste des autres preuves qui ont été trouvées dans la petite maison familiale, puis que je t'avais pas encore dit, parce que je l'ai pas encore mentionné, mais il y avait pas juste son appel au 911, il y avait plein d'affaires dans la maison. D'ailleurs, voyons, c'est pas ça que je voulais dire. Je recommence, j'ai un bug. Entre autres, un papier était collé sur la porte de la chambre des maîtres, et sur le papier, on pouvait y lire « Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix. S'il vous plaît, merci. » Oh. Ouais. Aussi, plusieurs lettres ont été retrouvées par après, autant dans la maison que à des destinataires quelconques. Là. Il y avait comme envoyé certaines lettres, puis il y en avait encore dans la maison. Puis les lettres étaient toutes, signées par les deux. Donc par Marc Laliberté et par Cathy Gauthier. Dans plusieurs lettres, Cathy voulait justement régler des comptes. Le genre de lettre que tu fais justement quand tu veux t'enlever la vie, là. Elle parlait surtout à ses anciennes collègues de travail, genre les travails que ça avait pas fonctionné, puis elle disait des insultes, genre elle réglait ses comptes. Elle a aussi envoyé une lettre à sa mère biologique, qui l'a abandonnée, disant qu'elle était pas là au moment où elle avait besoin d'aide. Elle a envoyé une lettre à sa meilleure amie, Cathy avec un K. Bref, à plein de gens en qui elle voulait régler des comptes. Puis toutes les lettres, c'était comme des affaires assez négatives là, qu'elle disait dedans. Fait que si elle avait prévu se manquer, elle aurait pas envoyé ces lettres-là. Là. Elle aurait pas écrit ces choses-là dedans parce que là, qu'est-ce qu'elle va faire avec après, les répercussions après, là, ouais. Ben, c'est ça. Donc ça nous montre quand même que c'était pas un accident. Une des lettres, justement celle qui était adressée à Cathy avec un K, il était écrit quelque part dans la lettre « C'est par amour que nous emmenons nos enfants. » Ça, c'est la preuve aussi que c'est pas juste un suicide de sa part et de la part de son mari, mais c'est le meurtre des enfants qu'elle parle à ce moment-là. Ben oui. Une autre preuve aussi qu'on va savoir au courant de l'enquête, c'est que les médicaments qui avaient été trouvés dans les corps de tout le monde et de elle-même, eh bien, c'est Cathy qui serait allée se les procurer à la pharmacie quelques jours avant les événements. Mais là, donc, après ça, elle peut pas dire que c'est Marc qui a empoisonné tout le monde, là. Sauf que là, voilà, c'est ça qu'on se demande. Est-ce que Cathy, justement, était complètement consciente de ce qu'elle faisait, autant responsable que son mari Marc Laliberté, ou alors, on peut peut-être se demander, est-ce qu'elle s'est faite manipuler? Tu sais, ça se peut qu'elle aurait été acheter les médicaments parce qu'elle avait pas le choix, qu'elle ait signé parce qu'elle avait pas le choix. Plein de choses comme ça. Mais c'est comme une piste qu'on va abandonner assez vite parce que clairement, il y a trop de choses qui pointent dans la direction qu'elle voulait s'enlever la vie, là.
Ça serait vraiment mastermind de penser à écrire une lettre aux anciennes collègues de travail de Cathy à sa place, tandis qu'elle a travaillé 2 semaines là-bas. Tu sais, c'est quand même beaucoup de choses à réfléchir pour si c'est juste Marc, tu sais. Puis même s'ils se connaissaient super bien, ben, tu sais, dans les lettres, c'était tellement des messages haineux que ça vient clairement de l'émotion que Cathy ressentait. Ouais, c'est personnel. Clairement, c'est elle qui les a écrits, c'est ça. Mm-hmm. Donc, le procès va avoir lieu un peu plus tard dans l'année 2009, environ septembre-octobre, à l'automne. L'avocat de la défense, il va pas plaider troubles mentaux du tout, ce qui aurait peut-être pu l'aider. Puis, il va dire que Cathy n'avait pas aucun lien avec le pacte de suicide. Sauf qu'en faisant ça, puis en essayant de démontrer que Cathy, elle avait aucun lien avec le pacte, ben, il s'est tiré dans le pied. Ouais, il avoue qu'il y a un pacte, tu sais. En disant ça, il admet qu'il y en avait un, puis un pacte, ça se fait pas tout seul. Exactement. Avec les preuves trouvées à la maison familiale, les témoignages des proches, les lettres envoyées, la situation financière trouble du couple et l'analyse de l'experte en gestuelle, tout ça, lors de l'interrogatoire de Cathy Gauthier, eh bien, le verdict sera rendu. Mais avant, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est réellement passé, selon les dires de Cathy Gauthier, le soir du 31 décembre 2008. Parce que quand même, on va savoir ce qui s'est passé avec plein de choses que Cathy aurait dites, mais elle va jamais vraiment avouer que c'était comme de son plein gré, tout ça. Jamais, jamais, jamais. Donc, le soir du pacte de suicide, Cathy et Marc, ben, ils auraient comme tout écrit leur lettre, écrit le petit message sur la porte, tout fait leur préparation à tout ça. Cathy, elle aurait été chercher les médicaments et tout et tout. Puis, il aurait fait prendre un bon bain chaud à leurs 2 petits garçons. Les 3 enfants y auraient été mis en pyjama de Noël. Ils auraient ensuite fêté un peu le temps des fêtes en leur donnant plein de cadeaux, genre plus qu'ils n'ont jamais donné à leurs enfants. Donc, ça dit en fait là-dedans qu'ils ont pris comme le restant de leur économie. Le reste de l'argent là, qu'ils avaient, ben, ils l'ont tout pris pour acheter des cadeaux. Donc, ça montre comme qu'ils voulaient leur donner une dernière soirée. Fait que ça l'incrimine aussi. Oui, ça montre la préméditation encore plus. Ils ont fait une petite soirée pizza en regardant un film de Noël en famille. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Là, ils étaient les 5 sur le divan, en pyjama de Noël, ils mangeaient de la pizza. Puis Marc, il aurait été faire du popcorn à tous les enfants. C'était full joyeux, il y avait leurs nouveaux jouets, tu sais, c'était full heureux. Et puis là, Marc se serait rendu dans la cuisine, aurait fait couler 5 jus Kool-Aid. Kool-Aid, ah ben. Et aurait mis les médicaments, la dose nécessaire, la dose létale en fait, pour arriver à se tuer les 5 ensemble. Et puis là, il aurait amené les jus dans le salon et il les aurait fait boire à toute la famille. Si l'avocat de la défense de Cathy, là, il dit qu'elle n'était pas au courant du pacte, ben pourquoi elle... Tu sais, ça fait aucun sens là, que toute cette soirée-là se soit passée puis que Cathy, elle l'explique. Genre, elle était au courant. Là. Si elle a bu le jus puis que c'est elle qui avait été chercher les médicaments, elle était au courant. T'sais. Oui, sinon elle dirait... je sais pas ce qui s'est passé, on avait juste du fun. T'sais. Là, elle a l'air d'expliquer comment les deux ils ont fait pour tuer tout le monde. Là. Sinon, elle serait pas au courant de tout ça. Ben, exact. Ce qui se serait passé, en fait, c'est que les incidents se seraient passés le soir du 31 décembre. Par la suite, Cathy aurait été pass-out pendant quasiment une journée complète. La première fois qu'elle se serait réveillée pour avoir un bain chaud, c'était dans l'après-midi à peu près du 1er, et elle se serait endormie dans le bain, et elle se serait réveillée à nouveau pour appeler le 911 vers 23h56. Hey, c'est fou, une journée complète avec tout le monde de mort dans la maison. Exact. Puis elle était inconsciente pendant la majorité de ce temps-là, mettons. Le 24 octobre 2009, Cathy Gauthier sera reconnue coupable, à Saguenay, du meurtre prémédité de ses 3 enfants, de mort par intoxication, le 31 décembre 2008.
Ça aura pris 3 jours et demi de délibération pour que le jury déclare l'accusé coupable sur les 3 chefs de meurtre au premier degré. Elle obtiendra une sentence de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Donc, Cathy Gauthier, 35 ans à l'époque, se serait effondrée lorsque le juge aurait prononcé son verdict. Le procès aura duré 9 jours et le juge déclarera « Justice a été rendue ». Ouais, mais hey, je comprends pas que ta vie va pas bien, là, t'as plus de cash, tu veux t'enlever la vie. Pourquoi t'amènes tes enfants avec toi? Enlève-toi pas la vie, là. Mais tu veux tuer tes enfants? Non, je sais. Puis il y a rien qui explique ça, là. Rien du tout, du tout, du tout. Elle a rien dit, elle. Elle a rien dit. Elle a jamais... On saura pas vraiment pourquoi. Tu sais, genre... Joël, là, sa plus vieille, elle vivait avec ses grands-parents à la base. Tu sais, tu peux les renvoyer chez les grands-parents si t'es plus capable de t'occuper d'eux. Tu sais, il y a rien qui explique ce qui est arrivé, mais probablement qu'ils se sont sentis tellement enterrés profond, là. Tu sais, ils étaient endettés, il y avait plus de cash, ils étaient pas bien physiquement, ils manquaient de mourir tout le temps, il y avait pas de job, ça marchait pas. Ils étaient pas capables de répondre aux besoins de leur enfant, là. Probablement que si ça avait continué, eux, ils se disaient ils vont plus pouvoir manger, on pourra plus, nanana. Mais il y a tellement d'autres solutions, là. Les 5 auraient pu être prises en main. Me semble, pour l'aider, me semble pour l'aider, là, au procès, t'avoues, tu dis que tu regrettes, que tu voyais plus clair, t'étais en grosse dépression, tu peux même plaider cause pour troubles mentaux, mais là, juste non coupable, c'est, je sais pas, ça a pas dû l'aider, c'est pour ça qu'elle a dû avoir prison à vie, là. Parce que même Guy Turcotte, il y a eu libération conditionnelle après 18 ans. Elle, 25. Mais oui, puis je vais revenir là-dessus, justement. Il y a un article là, que je vais te parler dans pas longtemps qui a été fait sur les ressemblances entre le cas de Guy Turcotte et de Cathy Gauthier. J'y reviens là sous peu. Il n'y a pas de procès sans un petit peu de drama, parce que là, ça a l'air beaucoup trop simple là, depuis ce que je viens juste de vous raconter, là, le premier procès, c'est beaucoup trop simple, là, prison à vie, bang, fini. Ben, c'est pas qu'il y a un autre procès, c'est qu'il y a une autre demande de procès. Avant en appel. Et je te l'explique. Son nouvel avocat, en fait, M. René Duval, va tout essayer pour aller en appel. Et je t'explique pourquoi. Donc, même après tout ce que je viens de vous raconter, tout ce que Cathy a dit, clairement, elle était au courant du plan. Elle était consentante, toute la patente. Elle et son nouvel avocat de la défense, ils vont miser sur un nouveau plan de match qui essaie de faire voir, en fait, que Cathy aurait changé d'idée l'après-midi même des événements et qu'elle n'était plus d'accord avec le pacte de suicide. Donc, elle n'était pas coupable parce qu'elle était convaincue que son mari il allait plus le faire finalement. Fait que quand elle a reçu le jus, elle ne pensait pas qu'il y avait des médicaments, puis elle pensait que le plan était abort. C'est ça leur tactique. Mais tu peux pas changer de défense. Pourquoi elle a pas dit ça la première fois? C'est bien grave. Exact. Puis surtout que dans le premier procès, Cathy et son premier avocat de la défense, ils avaient misé sur le fait qu'elle n'était pas au courant du pacte. Ouais. Donc ça vient contredire ce que son premier avocat il a dit. Fait que clairement, c'est quoi qui se passe avec vos idées de marde? Ça ne va pas du tout. Eh bien, 4 ans après le procès, Cathy et son avocat ont formulé un mémoire de 23 pages que j'ai commencé à lire et j'ai abandonné parce que j'en revenais pas. Bref, ils appellent ça un mémoire. C'est vraiment marqué genre « Le mémoire en 2 temps » de Cathy Gauthier et M. René Duval. Bref, c'est disponible en format PDF sur les internets. Mais bref, 4 ans après, il envoie le mémoire pour expliquer au juge qu'il y a eu une erreur dans le premier procès et dans la façon qu'ils ont fait les choses. Et que Cathy était en fait au courant du pacte depuis le début, mais qu'elle avait changé d'idée. Puis là, c'est un mémoire de 23 pages qui explique qu'est-ce qui est arrivé pour vrai cette fois-ci. Mais genre, tu peux pas faire ça, là. Non, clairement, on a eu une meilleure idée après coup pour une meilleure défense. Laissez-nous une deuxième chance. On n'y a pas pensé la première fois. C'est comme, c'est quoi? Mais oui! C'est random. C'est ridiculous. Puis, avec eux, dans leur nouvelle démarche, ils vont faire venir une psychiatre qui va pouvoir dire que c'est vrai à cause
du trouble TPL de Cathy, c'est possible que pendant la rédaction des lettres et pendant tout cela, elle était en période de dissociation. Donc, la psychiatre était là, en fait, pour dire c'est possible que ce soit la maladie mentale, mais ils vont pas pour autant plaider maladie mentale. C'est ça qui est étrange. Ils font juste ça pour appuyer leur point. Fait que tu comprends que ça n'a pas de bon sens. Donc, la demande de cour d'appel, eh bien, elle ne passera pas. En juillet 2011, à 6 contre 1, les juges qui devaient regarder la soumission de nouvelles demandes d'appel, je sais pas trop, eh bien, ils vont dire « Non, ça ne se pourra pas ». Cathy Gauthier n'aura donc pas droit à un deuxième procès et devra continuer à purger sa peine en prison. Donc, la nouvelle défense a été déclarée incompatible avec la thèse de la première défense qui niait l'existence du pacte de suicide. Ben, of course, là. Genre, ils pensaient quoi, là? Vous contredisez, là. Bref, la Cour suprême est d'avis que dans les circonstances, la simple communication de la volonté de Cathy Gauthier de se retirer du plan, tu sais, le fait qu'elle dise « Yo, je change d'idée », ben c'est pas suffisant, là, comme preuve, là. Tu sais, il y a personne qui peut prouver ça, là. Fait que c'est quoi votre affaire de mémoire de 23 pages? Fait que bref, c'est complètement ridicule, puis ben ils vont dire on est désolé, mais Cathy était au courant du pacte, puis quand son mari est allé dans la cuisine pour faire les jus, ben elle savait ce qui allait se passer. Vous pouvez pas dire le contraire, vous pouvez pas juste dire que dans l'après-midi elle a changé d'idée, donc elle espérait que soudainement c'était des vrais jus Kool-Aid. Oui, je sais pas, là, si tu parlais de pacte de suicide avec ton chum, que vous alliez le servir dans du Kool-Aid. Puis là, tu changes d'idée, puis tu vas à ton chum donner du Kool-Aid aux enfants. Tu dis, hey, on le boit pas, on prendra pas de chance, tu sais. Hey, on prend-tu du 7-Up à la place? Genre, clairement, là, ça marche pas, là. Je vais terminer mon épisode avec un article, comme je te parlais plus tôt, qui a été fait par la presse, qui compare un peu Cathy Gauthier et Guy Turcotte. Ouais. Puis dans cet article-là, il y a plein d'affaires que le juge qui était au procès de Cathy Gauthier, il y a plein de choses qu'il dit que j'ai trouvé complètement vraies et complètement wow. Et puis, je vais juste vous clencher des citations et vous donner ça pour terminer. Donc, il va juste rappeler qu'est-ce que Cathy Gauthier a fait. Il va dire « Elle a fait venir à la barre un psychiatre. Celui-ci a affirmé qu'elle n'était pas consciente au moment de faire les écrits, qu'elle flottait au-dessus de son corps, souffrant de dissociation. Sauf que là, elle ne plaide pas troubles mentaux. Donc, pourquoi faire appel à un psychiatre? » Oui. J'imagine que c'est juste pour échapper à la responsabilité criminelle. Il va dire « Un archer qui lance une flèche ne peut pas renoncer une fois que la flèche est déjà partie. » On s'entend. Cela s'appelle des regrets. Eh bien, ma chère, il est trop tard. Puis c'est vrai, là. Le juge va dire « J'ai couvert je ne sais plus combien de procès où l'accusé, de toute évidence coupable, plaidait le classique blackout. Il se trouvait toujours un psychiatre pour nous en expliquer les tenants et les aboutissants. Le taux de succès est à peu près nul. Pourquoi est-il à peu près nul? Eh bien, parce que les jurés ne sont pas des idiots. Le bon sens prévaut, généralement. » J'aime ce juge, voyons donc. Moi aussi. C'est comme... Puis tu sais, il va beaucoup parler justement du cas de Guy Turcotte, puis il va dire, tu sais, il va essayer de lancer un peu dans l'univers comment ça se fait, mettons, que Guy Turcotte, lui, il a plaidé maladie mentale, mais pas Cathy Gauthier, ce qui fait en sorte que Cathy Gauthier, elle a eu la prison à vie tout de suite, mais que Guy Turcotte, il a eu comme une plus légère au début, peine. il y a eu une non-responsabilité pour cause de troubles mentaux la première fois. C'est ça! Puis après ça, il y a eu 18 ans. Ben, prison à vie avec possibilité après 18 ans. Il me semble. C'est ça. Mais c'était pas 25 ans, en tout cas. Il me semble que c'était ça. Écoutez notre épisode de Guy Turcotte, si jamais vous l'avez pas écouté. Mais bref, pour finir, le juge, il va dire, en faisant une espèce de réflexion par rapport à Guy Turcotte et Cathy Gauthier, pourquoi ça a été différent, il va dire, le cas de Cathy Gauthier, tellement triste, avait de quoi inspirer la pitié d'un jury. Tu sais, là, c'est moi qui parle, là, Christine. Tu sais, une femme, une mère de famille... C'est vrai, elle a mal joué ses cartes, là. Son mari... Oui, elle avait tout comme... En tout cas, tout pour être capable d'avoir la pitié. Mais tant mieux là, qu'elle n'a pas été assez intelligente pour les utiliser parce que
clairement, elle méritait une sentence grave, mais elle aurait pu mettre des facteurs atténuants de l'avant, puis plus miser sur la femme manipulée, ou je suis TPL, patati patata, là. Mais, tu sais, c'est peut-être pas elle qui a pris ces décisions-là. Elle avait un avocat masculin. Ouais. Et là où je m'en vais, c'est elle a été une participante, mais pas nécessairement l'initiatrice du pacte. Et pourtant, le jury l'a déclarée coupable de 3 meurtres prémédités. Tu sais, le jury n'a pas été du tout... Clément. Ouais. Puis là, ce que le juge essaie de... En tout cas, ce que j'ai cru comprendre, ou bien ce que j'ai voulu interpréter par moi-même, parce que je suis une femme frustrée ces temps-ci, ben c'est, tu sais, pourquoi elle, une femme, qu'elle aurait vraiment pu, justement, utiliser d'autres cartes, mais c'est un avocat mâle qu'elle avait, puis ils n'ont pas du tout utilisé ces cartes-là, puis ils n'ont pas du tout eu de pitié, puis elle a eu la sentence la plus grande directement, tandis que Guy Turcotte, qui a fait pas mal la même chose, il a eu la pitié, puis il a eu genre parce que maladie mentale. Surtout qu'elle, elle avait vraiment une maladie mentale, là. Guy Turcotte, ils ont comme inventé ça sur le coup, mais c'est parce que c'est un médecin, un homme respecté, bourgeois, et là, intelligent, une jeune femme pauvre. Ouais, elle a pas beaucoup d'argent, femme au foyer, voilà. Tu sais. C'est sûr que ça... Puis je trouvais ça intéressant quand j'ai lu ça parce que ça m'a tout de suite replongé dans Aileen Wuornos puis Ted Bundy, genre. En tout cas, je trouve juste que, encore une fois, il y a peut-être eu un petit truc de privilège, mais peut-être pas nécessairement, tu sais. Mais pourtant, souvent, on est plus clément envers les criminelles femmes. Tu sais, souvent, là, dans des meurtres de couple, exemple, un couple de tueurs ont tué, l'homme a souvent une plus grosse sentence que la femme. Ouais, ça se peut, oui. Ou dans des divorces messy, de garde d'enfants messy, tu sais, on privilège souvent la femme d'avoir la garde. Fait que, tu sais, ça, on dirait que ça dépend juste de sur qui tu tombes. Ben, c'est ça. Puis je trouvais ça juste intéressant de vous le partager, comme ce que le juge a dit, parce que il amène comme une petite comparaison que j'ai trouvée intéressante. Puis c'est vrai qu'il y a un peu de similitude comme dans leur espèce de profonde souffrance, tu sais, entre Guy Turcotte et Cathy Gauthier. Ils ont voulu comme... Il y avait tellement d'amour, tellement de tristesse, tellement de frustration qu'ils ont décidé d'enlever la vie de leurs enfants et de s'enlever la vie par la suite. Puis ça se ressemble quand même, sauf que, tu sais, il n'y a pas nécessairement des liens à faire entre les deux. Je voulais juste comme l'amener parce que le juge, il l'amenait puis je trouvais ça intéressant, mais tu sais... Mais en anglais, on appelle ça des family annihilators, des annihilateurs de famille. Là. Okay. C'est une sorte de criminels qui sont en détresse, sont pas bien, sont pas d'accord avec leur situation, fait qu'ils anéantissent toute leur famille et essaient de s'enlever la vie après. Ouais. C'est ça le lien entre les deux, c'était ça. C'est ça. C'est juste que Cathy était pas toute seule dans ce plan machiavélique-là. Elle a inclus son mari dedans. C'était peut-être même son mari ou son chum, là, en tout cas, qui l'a proposé. Mais bon, elle était clairement d'accord, là. Ben oui. Oui, puis j'enlève rien du tout à sa culpabilité, vraiment pas. Puis mon but, là, encore une fois, je voulais pas comme accuser plus les hommes dans la situation qu'elle-même. C'est juste que je trouvais que c'était intéressant ce que le juge amenait parce que il aurait pu comme vraiment jamais souligner ce fait-là. Mais ça reste un homme qui a souligné, genre, qu'il y avait peut-être une petite inégalité entre hommes et femmes. Puis je voulais juste le lancer dans l'univers, mais tu sais, non, puis ça a peut-être aucun rapport. C'est peut-être aussi là. Que... Puis aussi, elle est clairement pas assez fortunée pour se payer le meilleur avocat ever, tu sais, Guy Turcotte... Guy Turcotte... Guy Turcotte, il est plein aux os. C'est sûr qu'il devait se payer une meilleure équipe d'avocats qui ont pu trouver une meilleure manière de le défendre. Je pense juste qu'effectivement, elle aurait pu comme jouer d'autres cartes, c'est vraiment prouver que elle avait vraiment un trouble TPL depuis toute sa vie, puis qu'elle avait vraiment de la difficulté dans la vie, puis que, tu sais, mettons, tout ça, là, aurait pu être mieux que ce qui s'est passé réellement. De dire, genre, qu'elle n'était pas consciente du pacte, alors qu'elle-même, c'est la première chose qu'elle a dit dans son appel au 911, tu sais. C'est cave, là.
Tu le sais en tant qu'avocat qu'ils ont tout accès à ça. Fait que pourquoi essayer de mettre l'accent sur le fait qu'elle était pas au courant du pacte quand elle l'a dit à plusieurs reprises, puis il y a tout qui le prouve. Puis après, revenir, essayer d'amener ça en appel en disant « Non, il y a eu une erreur, c'est pas ça. Elle était au courant du pacte, mais elle a changé d'idée. » Voyons, on dirait que c'est amateur. Oui, vraiment. Ben, gars, tant mieux, en fait, parce qu'elle est derrière les barreaux plus longtemps, puis c'est peut-être juste que Guy Turcotte aurait dû avoir la même sentence. Oui, peut-être, en effet. Alors voilà, c'était cela mon cas de cette semaine. C'est plus court qu'à l'habitude. On faisait beaucoup de 2 heures ce temps-ci, mais... Ben, il y en a qui aiment les épisodes plus courts aussi. Exemple, tu fais une demi-heure de char pour aller au travail, c'est pas, je vais devoir faire pause. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'espère que vous avez aimé mon histoire pour les gens qui l'ont écouté jusqu'à la fin, parce que je sais que dès le début, tu sais, je commence quand même assez rough en parlant de sujets vraiment pas faciles à entendre. Mais bref, je trouvais ça intéressant quand même comme histoire, puis ça s'est passé tellement près de nous, puis je me rappelle, moi, quand c'est passé aux nouvelles, mais genre, j'avais oublié certains détails, fait que je trouvais ça intéressant de m'y replonger, puis c'est ça. Je vais jamais comprendre de vouloir traîner tes enfants avec toi quand tu veux t'enlever la vie. Mais il y avait clairement un côté religieux, là. Tu sais, il y avait le petit chapelet, peut-être qu'il se disait qu'il s'en allait vers un monde meilleur. Il parlait de paradis. Mais bon. Il y a aussi, je l'ai pas mentionné, là, mais là, ça vient de me sauter dans la tête, là, mais c'est vraiment pas ça l'expression, mais dans Un tueur si proche, ils disent aussi que dans une des lettres, il y avait écrit que la petite famille allait partir en voyage. Puis que c'est pour ça que telle affaire. Il parlait beaucoup de partir en voyage, partir, tout ça. Puis c'est même ce qu'elle avait dit au pharmacien pour avoir la médication, parce que c'est de la médication qu'ils prenaient déjà. C'était de la médication pour l'anxiété, mais ça faisait un bout que leur prescription était pas renouvelée. Puis dans le fond, elle a dit au pharmacien... ben là, c'est parce qu'on s'en va en voyage. Fait que j'aimerais vraiment ça l'avoir. C'est quand même assez pressant, parce que toute ma famille, on s'en va en voyage pendant longtemps. Oh my God. Puis ils ont donné la médication. Puis c'était ça mélangé avec des gravols en grosse quantité, là. Ouais, mais elle aurait dû être suivie, là, cette femme-là. Mais oui, c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde allait pas bien, là. Parce qu'elle en aurait parlé à son professionnel de la santé qu'elle allait pas bien, qu'elle pensait peut-être s'enlever la vie. Puis là, le pharmacien, il aurait été flagué de ça, puis il lui aurait pas donné autant de pilules, là. Quand t'as des pensées suicidaires, là, tu peux pas avoir accès à plus de médication que la dose respectée, parce qu'ils ont peur que tu overdoses, justement. Elle aurait pu même être placée, justement, dans un hôpital psychiatrique, avoir des soins... s'assurer qu'elle aille un peu mieux mentalement avant d'être remis comme dans sa famille. Puis Marc, lui, il avait des problèmes de santé. Il aurait pu comme avoir de l'aide aussi pour ses enfants pendant que sa femme est à l'hôpital psychiatrique. Tu sais, il y a comme... On dirait qu'il y a plein de choses, mais il voyait tellement... Je pense qu'il voyait noir. Il y avait comme pas de solution dans leur vie. Puis c'est jamais ça que... Tu sais, il aurait jamais dû faire ça, mais c'est la seule... chose à quoi ils ont pensé. Puis je sais pas qui a initié quoi, mais ça s'est tout fait... Puis c'est les enfants qui en ont le plus payé, c'est ça l'affaire. Ben oui. Hey, c'est terrible. C'est terrible. On dirait autant que j'en veux aux parents, je trouve que c'est triste aussi. Oui, vraiment. Clairement, il allait pas bien, là. Ça faisait longtemps qu'il allait pas bien. C'est pas comme si on voyait... Peut-être que, clairement, elle allait pas bien, fait qu'elle avait pas le genre de remords qu'on aurait espéré qu'elle aille, tu sais, qu'on voit dans ses yeux que c'est une mère qui va pas, puis qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle avait pas ça, mais... C'est ça qui me bug, c'est qu'elle a pas de l'air d'avoir tant de regrets. Ça s'est effondré quand elle a su son verdict, c'est-tu parce que elle est juste triste de rester en prison toute sa vie? C'est ça, peut-être. Elle regrette d'avoir fait ça. Ben, la première chose qu'elle a dit lors de son interrogatoire dans sa chambre d'hôpital, c'est « Je peux pas croire que je suis encore en vie. Je peux pas croire que c'est moi qui ai survécu. Je voulais mourir. » Genre, tant qu'à ça, je voudrais être morte, genre. Elle était clairement consciente qu'il y avait du poison dans le cou, là. Ben, c'était de quoi comme, elle s'est réveillée puis elle était genre... Merde, genre, pourquoi c'est moi, là, qui vis ça? Fait que dans tous les cas,
quand elle s'est réveillée, elle était pas comme « Oh mon Dieu, j'ai perdu mon mari et mes enfants ». Elle était plus du genre « Merde, moi je suis pas morte ». Fuck, ouais. Puis là, elle est surveillée de tout partout, tu sais, elle est à l'hôpital, elle peut pas recommencer, là, c'est fini, là. Hey, c'est comme le pire outcome, le pire résultat, là. Alors voilà, voilou. Là, la semaine prochaine, c'est l'épisode spécial Patreon. Oui, c'est notre semaine de pause. C'est mon défi. Oui, donc si vous voulez un épisode de plus, ça va être sur Patreon. C'est Cri qui nous raconte un crime médical. Hi hi hi. Je suis excitée. Ben, je suis excitée, mais c'est un peu décalissant comme cas, là, mais... Ouais. Bref, si jamais vous voulez l'écouter, ben allez avec nous sur Patreon, et puis c'est ça. Et puis, on vous aime beaucoup, et n'hésitez pas, encore une fois, à nous donner un petit 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous aide énormément. Et oui, vraiment. On est rendu à 500 000! 500 000 downloads! Oui, 500 000, écoute, j'en reviens pas. Oui, ça va 500 000 downloads, on capote. On l'a mis sur notre Instagram, mais on était folle comme la mort. Bref, fait que continuez à nous donner des petites notes, c'est ça qui fait qu'on se fait connaître. On grandit. Puis on est tellement contente encore que vous soyez là, puis on vous aime. On vous aime, merci pour tout. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour les abonnés réguliers et sinon sur Patreon. Yes. Bye, au revoir.